Bonjour, toi qui m'écoutes. Es-tu bien installé? Nous allons vivre une nouvelle fois ensemble la magie des histoires. Les Fées Grognons de Bethan Stevens, publié par les éditions L'Élan Vert. Dans les profondeurs des forêts les plus secrètes, entre le feuillage des arbres et les racines tarabiscotées, vivent les fées. Vous pensez sûrement que les fées sont douces, gentilles et aimables. Eh bien, la plupart d'entre elles le sont. Ces fées prennent soin de tout leur cœur, de la forêt, en la gardant sauvage, verte et en pleine santé. Mais je suis désolée de vous révéler que certaines fées, surtout les plus petites, sont grognons, vraiment grognons. C'est-à-dire qu'elles ont toujours le front et les sourcils froncés, les bras croisés, et qu'elles grognent et râlent sans arrêt, toute la journée. Et quand les fées sont grognons, impossible de leur faire bouger un orteil. Elles refusent d'emmener les escargots en promenade. Pas envie. Elles rechignent à arroser les fleurs. La pluie est là pour ça. Et elles ne veulent vraiment pas ramasser les crottes des hérissons. Burk de burk. Pourquoi c'est obligé? Je déteste ça. Je dirais même que ces petits travaux les rendent encore plus grognons. Si grognons qu'elles ne marchent plus qu'en tapant du pied dans la forêt. Et pourquoi les grands ne le font pas? On doit toujours tout faire ici. Bonjour, disent les merles. Pouvez-vous nous aider à trouver des brindilles pour construire nos nids? Non, grognent les fées. Les nids, c'est pourri. Pas de brindilles aujourd'hui. Les oiseaux secouent la tête. D'accord, mais vous feriez mieux de faire attention. Il y a un gobelin dans le coin. Il a de grands pieds puants et son plat préféré est... Mais les fées grognons n'écoutent pas. Bonjour, disent les abeilles. Pouvez-vous nous aider à récolter du pollen? Non, grognent les fées. Pouah, trop collant. Les abeilles secouent la tête. D'accord, mais vous feriez mieux de faire attention. Il y a un gobelin dans le coin. Il a de grandes mains velues. Et son plat préféré est... Mais les fées grognons n'écoutent toujours pas. Bonjour, dit la souris. Pouvez-vous m'aider à ramasser des glands? Non, grognent les fées. Je veux pas. Fait trop chaud. La souris secoue la tête. D'accord, et vous feriez mieux de faire attention. Il y a un gobelin dans le coin. Il a de grandes dents. Et son plat préféré est... Mais les fées sont déjà parties. Quand on est vraiment grognon, cela demande un travail de chaque instant. Et il se peut qu'on ne remarque ni les pieds puants, ni les mains velues, ni les dents pointues, avant qu'il ne soit trop
trop tard. C'est un gobelin! Et tout le monde sait que son plat préféré est les fées grognons. Elles ont un goût si particulier, sucré puis délicieusement aigre. Bonjour, dit le gobelin. auriez-vous la gentillesse de m'aider pour mon déjeuner? Les petites fées tremblent comme des feuilles. Heureusement, elles sont aussi futées que grognons. Avec grand plaisir, monsieur le gobelin. Je suis excellente cuisinière. Oh, très heureuse de vous aider. Votre déjeuner sera délicieux. Quelle bonne mine vous avez! Le gobelin n'est pas content du tout. Mais vous n'êtes pas des fées grognons? Si vous êtes gentils, vous serez immangeables, beaucoup trop sucrées et écœurantes, de la tête aux pieds. Pouah! Déçu, le gobelin grognon s'en retourne chez lui. Disent les fées. Elles sont si soulagées que le gobelin soit parti qu'elles aident la souris à ramasser des glands, les abeilles à récolter du pollen, les oiseaux à trouver des brindilles. Finalement, ce n'est pas si mal d'être une fée aimable. Je me demande bien si, demain, elles pourront prendre soin de la forêt sans grogner. Mais qui sait si elles se lèveront du bon pied? Le chien de Van Gogh de Georgia Larson, Grace Elmer, est publié par les éditions L'Élan Vert. Vincent est un artiste, un grand artiste. Au pays du soleil où il vient d'arriver, il n'a qu'une envie. Peindre, tous les jours, du matin au soir. Mais par où commencer? Tout est beau ici. Alors, peindre quoi? Peindre qui? Dans un coin de campagne, il vient enfin de planter son chevalet. Quand soudain, quelque chose l'intrigue au beau milieu des champs. Mais d'où sors-tu, toi? La surprise passée, il se réinstalle devant sa toile. Mais le drôle de toutou a une autre idée en tête. « Hé, rends-moi ça !» s'écrie Vincent. Trop tard, le chien s'enfuit avec son pinceau. Vincent le poursuit jusqu'au champ voisin. Ici poussent des tournesols d'un jaune éclatant. « Hé, vous là-bas, arrêtez !» gronde un paysan. « Vous piétinez mes tournesols !»« Je suis vraiment désolé. » Vincent stoppe sa course et ramasse les fleurs sur le sol. Très beau ce bouquet. Le chien dresse l'oreille. Pourquoi le peintre n'est-il plus à ses trousses? Il s'approche et hop! Vincent profite pour saisir son pinceau. Ça y est, je l'ai! Mais une fois encore, le toutou n'en fait qu'à sa tête. Il croque le bouquet
et déguerpit. Vite, Vincent emprunte la bicyclette du paysan. Il va bien finir par le rattraper, ce coquin de chien. Où vas-tu comme ça? Les tournesols sont à moi. Sans l'écouter, le chien s'engouffre dans le café du coin. Dommage, le temps est si doux ce soir, j'aurais bien flâné un peu, se dit Vincent. À l'intérieur, il repère vite le petit voleur. Monsieur, voyons, se fâche un homme en costume blanc. Les chiens sont interdits ici. Dehors! Pensez-vous que le toutou a obéi? Bien sûr que non. Il s'amuse beaucoup trop pour ça. Oh, n'est-ce pas le plus adorable des chiens? S'exclame une femme. Avec lui, la vie ne doit pas être triste. C'est certain, répond Vincent. Ha ha ha, ce chenapan essaie-t-il de faucher mon chapeau? Et ces fleurs sont-elles pour moi? Sourit la femme. Le polisson, pendant ce temps, emporte son butin et s'échappe dans la rue, laissant derrière lui une kyrielle d'empreintes arc-en-ciel. Quel tableau! Rends-moi ce chapeau, filou! Dans sa course folle, le peintre ne peut s'empêcher d'admirer le ciel, pris lui aussi dans un grand tourbillon qui emporte et les nuages et les étoiles. Jamais il n'avait vu une aussi belle nuit. Et le fameux toutou, où est-il passé? Oh non, le voilà qui s'apprête à sauter dans la rivière. Splash! Pas le choix. Vincent bondit dans une barque et empoigne les rames. Sur l'eau, quel spectacle! La lumière joue à la surface. Reflets des maisons illuminées, reflets des étoiles. J'ai l'impression d'être dans un rêve, murmure Vincent. Il aurait pu l'admirer toute la nuit. Si le chien n'avait pas nagé jusqu'à lui et jappé à tue-tête. Oh oui! Vincent l'aide à grimper dans son bateau. Adorable crapule, soupire le peintre. Son petit compagnon dépose alors le chapeau sur sa tête. Et si je t'appelais Palette? Non, Soleil. Mais que font les chiens, à peine sortis de l'eau? Ils s'ébrouent. Après cette douche inattendue, Vincent a des couleurs plein la tête. Demain, je me remets au travail. Et regarde, Soleil, j'ai même trouvé mon modèle. Ton chapeau de paille me va à merveille, tu ne trouves pas? Vincent ne ferme pas l'œil de la nuit. Tout ce qu'il a vu tourbillonne dans sa tête. Il sait quoi peindre désormais. Ça en fera des tableaux. Le chat de monnaie de Lily Murray et Becky Cameron, publié par les éditions L'Élan Vert. Claude Monet est un peintre très célèbre. Ça, tout le monde le sait. Mais savais-tu qu'il avait un chat? Il s'appelait Chica. Il était en céramique, tranquille et immobile, lové sur un coussin. Jusqu'à ce que le peintre le tapote 3 fois avec son pinceau. Tap, tap, tap. Alors, Chica se réveillait. Le chat bâillait, s'étirait. Enfin, il était prêt pour l'aventure. Mais dehors, quel temps de chien! Alors, il explora la maison. Chica, appela Claude Monet.
Où vas-tu comme ça? Dis, tu ne vas pas faire de bêtises. Mais Chica était introuvable. Il n'était ni sous le bureau, ni sur la chaise. Où peut-il bien être? Oh, ça alors! Le chat était dans une peinture! Chica, sors donc de là! Taratata, le chat n'écouta pas. Oh, nom d'un coquelicot, soupira Monet. Je dois y aller. Monet s'arrêta sous le soleil, humant les fleurs d'été. Oh, je me souviens bien de ce moment. Quel délicieux déjeuner! Et mon fils Jean qui jouait à l'ombre de la table. Mais où est Chica? Le chat s'était glissé sous la nappe, mais rien d'appétissant dessous. Alors que dessus, miam, il sauta sur la table, lapin un fond de café au lait, Chipa un quignon de pain beurré. Hé, protesta Jean, ce coquin de Chica grignote notre déjeuner, je vais l'attraper. Mais le chat fut plus rapide. Attends, Chica, lança Monet. Trop tard, le filou détalait déjà hors de la toile. À ses trousses, Monet dégringola du tableau. Oh non, pas encore, soupira le peintre. Chica était déjà dans une nouvelle toile. Monet sauta dedans et boum, atterrit sur les fesses. Autour de lui, les gens allaient et venaient. Où suis-je? Se demanda-t-il un instant. Puis il entendit un retentissant tchou-tchou. Il sut à la gare Saint-Lazare. Vacarme des locomotives, les cliquetis de métal, les pas pressés, de grosses volutes de fumée enveloppaient les quais, puis moutonnaient jusqu'au grand toit de verre. Mais où est Chica? Le chat se faufilait entre les nuages de vapeur. Monet courut après lui, soufflant et haletant parmi la foule. « Arrêtez ce chat !» intervint le chef de gare en sifflant. Le peintre vit alors le coquin à bord d'un train. « Descends, Chica, tu n'as même pas de billet !» Nom d'un bigorneau, où ce train peut-il bien se rendre? Bien sûr, lâcha Monet, sur le bord de mer. Essoufflé, il s'assit. À Trouville, oh, quel bol d'air! Les drapeaux flottaient au vent et de beaux nuages dodus défilaient dans le ciel. Monet se mit à sourire. À la plage, n'est-on pas toujours un peu en vacances? Mais où est Chica? La queue du chat bougea d'excitation. Il avança furtivement et bondit. « Chica, reviens !» appela Monet. « Attrapé !» Les pieds dans le sable, ils partagèrent une bonne glace, bien méritée. « Ne rentrons pas tout de suite, » dit Monet. « Visitons un dernier tableau, veux-tu ?»« Mon cher Chica, voici mon jardin secret. 1001 fois j'ai peint ce pont japonais. L'eau, les fleurs, le bleu-vert des feuilles. Cette paix. » Le chat, lui, frétillait des moustaches. Monet rouvrit les yeux au moment où, splash, Chica atterrit dans les temps. En plein milieu des nymphéas. Miaou, se plaignit le chat, trempé comme une soupe. Oh, 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 mon chaton, rit Monet en le repêchant. Rentrons à la maison. De retour, Monet jeta un œil à ses peintures. Quel bazar! Elles étaient toutes sans dessus-dessous. Chica
quant à lui, retourna ni vu ni connu dans son endroit favori. Monet le retrouva en boule, sur son coussin, baigné de soleil, les yeux clos. « Je pense que tu as fait assez de bêtises pour aujourd'hui, » chuchota Monet. Et tape, tape, tape. Il le tapota 3 fois avec son pinceau. Aussitôt, Chica redevint poterie, tranquille et immobile. Dehors, le soleil se couchait doucement. « Quelle lumière !» dit Monet en attrapant ses pinceaux. « Mon jardin m'appelle. » Fais de beaux rêves, Chica. Jusqu'à la prochaine fois. La chasse aux monstres de Norbert Landa, Tim Warnes est publié par les éditions Mijade. Un matin, très tôt, un bruit réveille Petite Canne. Ça fait pshh, pshh, et ça sort de sous le lit. Petite Canne ne sait pas ce que c'est, mais elle a trop peur pour regarder. Alors, elle saute hors du lit et court chercher de l'aide. « Hé, petit cochon !» crie-t-elle. « Il y a quelque chose sous mon lit qui fait un drôle de bruit, comme ceci. Psh, psh, grrr. Psh, psh, grrr. » répète Petit Cochon. « Ciel, il nous faut l'aide de quelqu'un de fort. Reste bien où tu es, Petite Canne. Je reviens. » Et Petit Cochon court chez Gros Ours. Gros Ours rentre des bûches. « Il y a quelque chose sous le lit de Petite Canne !» lui raconte Petit Cochon. « Ça fait un bruit terrible, comme ceci. Psh, psh, grrr, bang, bang. Je suis venu te le dire, Gros Ours, parce que toi, tu es fort. » « C'est vrai que la plupart du temps ma force suffit, » dit Gros Ours. « Mais pour chasser cette chose, il nous faut l'aide de quelqu'un qui ait une voix puissante, il me semble. » Petit Cochon et Gros Ours courent chez Loup, qui se prépare à lancer son hurlement matinal. Gros Ours lui raconte quelle chose terrifiante se trouve sous le lit de Petite Canne. Elle fait psh, psh, grrr, bam, 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 tout le temps, explique-t-il. Vas-tu pouvoir la chasser? Ne vous en faites pas, dit Loup en se rengorgeant. Rien ne peut me résister. Écoutez plutôt. Aou, aou, aou! Mais pour chasser cette chose, ma voix suffira-t-elle? Doute soudain Loup. Si nous avions l'aide de quelqu'un de très intelligent, ce serait plus rassurant. Alors, Petit Cochon, Gros Ours et Loup courent chez Hibou. « Écoute, lui dit Loup, il y a une chose sous le lit de Petite Canne qui fait un potin épouvantable. Elle fait psh psh, grrr, bang bang, pam pam. Hibou en reste sans voix. Nous nous sommes dit que toi, tu saurais de quoi il s'agit, dit Petit Cochon, car tu es très intelligent. Intelligent? Je le suis sans aucun doute, dit Hibou. Aussi, puis-je vous l'affirmer, Petite Canne court un grand danger. Petit Cochon, Gros Ours et Loup se serrent l'un contre l'autre. En es-tu sûr? Demande-t-il. Certain, dit Hibou. Si cette chose était mignonne et gentille, pensez-vous qu'elle ferait un tel raffut? Alors, c'est un monstre, s'écrie Petit Cochon. Ciel, qu'allons-nous faire? Avec un monstre, il n'y a qu'une manière de procéder, dit Hibou. Il faut l'attraper. Bien dit, Hibou. Les animaux rassemblent de la corde, un filet et quelques bricoles qui peuvent leur être utiles. Puis, bravement, ils prennent le chemin de chez Petite Canne. Hibou vole en tête.
C'est lui qui a eu l'idée d'attraper le monstre après tout. Puis vient Loup, qui hurle à plein poumon. Aou, aou, aou! Gros Ours le suit et brandit un bâton de grand chasseur de monstres. Petit Cochon ferme la marche. Il porte sur l'épaule un filet spécial attrape-monstre. Arrivés chez Petite Canne, les animaux collent l'oreille à la porte. Mais ils n'entendent aucun bruit monstrueux, ni non plus de cris ou d'appel à l'aide. « Peut-être arrivons-nous trop tard !» soupire Gros Ours. « Oh non !» s'écrie Petit Cochon, désespéré. « Tu es là, Petite Canne ?» demande Loup. Doucement, la porte s'ouvre en grinçant. C'est Petite Canne. « Ah !» dit-elle. « Petite Canne, tu cours un grand danger !» chuchote Gros Ours. « Il y a un monstre sous ton lit !» hurle Petit Cochon. Petite Canne semble sur le point de s'évanouir. « Un monstre !» murmure-t-elle. « Mais comment le savez-vous ?»« Parce qu'il fait psh psh, grrr, bam bam, pam pam, ya !» dit Petit Cochon. « Et aussi, oui oui !» ajoute Thibaut. « Allez les amis, on fonce !» Et les animaux s'engouffrent dans la maison. En haut des escaliers, ils entendent un bruit. Ça fait psh, psh, et ça sort de sous le lit de Petite Canne. Hibou allume sa lampe, et les animaux se figent. Ils n'en croient pas leurs yeux. Là, sous le lit de Petite Canne, une petite souris dort. Elle ronfle doucement. Chut, chut. Oh, ça alors, s'exclame Petite Canne. Les animaux se regardent, un peu gênés. Ils se sentent vraiment bêtes. « Savez-vous ce que nous avons fait, les amis ?» demande Hibou en souriant. « Nous avons fait un monstre d'une petite souris. » Tout ce qu'une maman ne dira jamais, de Noé Carlin, Ronan Badel, et publié par les éditions L'Élan Vert. Tout ce qu'une maman ne dira jamais. Quelle manie de toujours te coiffer les cheveux! Je te préfère en hérisson. Ne t'habille pas pour sortir. Tu es bien plus élégant en pyjama. Continue à jouer à la console, sinon elle va refroidir. Mon lanceur de petits pois. J'adore quand tu joues avec la nourriture. Oh, laisse tomber les légumes. Mais je te prie de terminer tous les bonbons. Ne va pas te coucher si tôt. Demain, tu as école. Arrête de lire, ça fait mal aux yeux. Ne te lave pas les dents. Sinon, à quoi ça sert de payer le dentiste? Quand on est cool, ne salis pas ton beau mouchoir. Utilise ta manche. Découvert, toujours découvert. Tu ne sais donc pas manger avec les doigts? Mets la musique à fond. Bébé adore. Ah,
tes mains sont bien sales. Je suis fière de toi. Ne sors pas le chien. Il fera pipi sur le palier. Arrête de ranger ta chambre. Après, je ne retrouve plus rien. Mais plus de bain moussant, que ça déborde. Ne fais pas tout de suite tes devoirs. Il y a encore des dessins animés à la télé. Ne débarrasse pas la table. On va remanger ce soir. Continue à embêter le chat. Il adore ça. Mais ce qu'une maman ne dira jamais. Au grand jamais. Arrête de me faire des bisous. Grand n'importe quoi chez les Tout Bien Faire. Écrit par Agnès de l'Estrade, illustré par Yves Dumont et publié par les éditions Utopiques. Au pays des Tout Bien Faire, on fait tout bien comme il faut. On range sa maison, on tond pile poil son gazon, on a des habits bien repassés, on est très poli et on n'oublie jamais de dire merci, pardon, s'il te plaît. Mais surtout, on est très fiers d'être des Tout Bien Faire. Un beau jour, au pays des Tout Bien Faire, arrivent les grands n'importe quoi. Et ils s'installent tranquille ou prestou dans une maison à l'entrée du village. Dans la famille des grands n'importe quoi, il y a le père Gontran qui prend tout son temps. La mère Cunégonde, une idée à la seconde. Leur fille Antoinette, spécialiste du lancer de cacahuètes. Et Poulette, qui a des couettes. Notre maison est tristounette, déclare un matin Antoinette. Aussi tristounette que celle des Tout Bien Faire. Si on la repeignait, propose Poulette. Bonne idée, répond Cunégonde. En rose avec des pois verts. Et les grands n'importe quoi se mettent au travail. Ah, c'est beaucoup mieux comme ça, dit Gontran. Le lendemain, les Tout Bien Faire n'en reviennent pas. Oh, quel culot! Ils sont chez nous! Ils n'ont pas le droit de n'en faire qu'à leur tête. Tu as bien raison, une maison à pois, on n'a jamais vu ça. C'est vraiment n'importe quoi. Le matin suivant, Gontran sort de la maison. Ce jardin est bien trop rangé. Si on plantait des orties, des chardons et des herbes folles. Bonne idée, répond Antoinette. Les grands n'importe quoi bêchent la terre et plantent les graines. Il ne manque pas une petite étoile tout là-haut sur le toit, demande Cunégonde. Et c'est en grimpant à l'échelle que patatras. Cunégonde dégringole, vlant sur Gontran. Et c'est en courant pour demander de l'aide qu'Antoinette trébuche sur Poulette. « Au secours !» crie Gontran. Anselme, qui passe par là, entre chez les grands n'importe quoi. Voilà ce qui arrive quand on fait n'importe quoi. Plaie, bosse et tout le tralala. Vous avez de la chance, je suis docteur. Je vais vous examiner de la tête aux pieds. Une compresse sur la binette de Cunégonde et d'Antoinette, un pansement sur la gambette de Gontran et une petite piqûre sur le popotin de Poulette. Les grands n'importe quoi ne pensaient vraiment pas qu'on pouvait tout faire si bien. Quelques jours plus tard, les grands n'importe quoi vont beaucoup mieux. Comment pourrait-on remercier ce brave docteur, demande Gontran. On pourrait peindre des pâquerettes sur sa maison, propose Antoinette. Oui, on va faire ça cette nuit en cachette pour qu'il ait la surprise, ajoute Cunégonde. Le lendemain matin, quand Anselme sort de sa maison, il pousse un juron. « C'est pas vrai! Mais c'est pas vrai !»
Ah, rit Gabin son voisin. Je savais bien que tu avais un grain de folie sous tes beaux habits. Mais tu dis n'importe quoi, ce n'est pas moi qui ai peint ça. Je n'en doute pas. Peindre aussi bien, tu en es incapable. Incapable, moi? Attends, tu vas voir. Et Anselme court dans son garage chercher de la peinture et des pinceaux. Là, tu vois, dit-il en peignant un horrible dauphin sur la maison de son voisin. Au secours! Anselme est devenu fou! Crie Gabin. Bientôt, les tout bien faire sortent de chez eux. Waouh, c'est trop beau, s'exclament les enfants tout bien faire. Ils se jettent sur les pots de peinture, ils trempent leurs doigts, se mettent à peindre tout et n'importe quoi. Des fantômes, des mauvaises herbes, des chardons et des dragons. C'est le grand bazar chez les tout bien faire. Ils ne savent pas s'ils doivent rire ou pleurer. Et puis, finalement, c'est pas si mal, dit l'un d'eux. C'est même plutôt joli, dit un autre. On pourrait faire une grande fête et danser devant les maisons, suggère le dernier. Et on inviterait même les grands n'importe quoi. Je ferais des crêpes au chocolat, dit Lucas, le fils d'Anselme. Et moi, des gaufres à la chantilly, dit Lily, la fille de Gabin. Si ça met du bazar dans la cuisine, c'est tant pis. Et on danserait toute la nuit, dit Lucas. Mais quand Anselme se rend chez les grands n'importe quoi pour les inviter, il trouve la maison fermée. Sur la porte, il y a une lettre. On est parti faire n'importe quoi ailleurs. Et grâce à vous, on va essayer de faire mieux la prochaine fois. Mais promis, on reviendra. Gontran, Antoinette, Cunégonde, Poulette. C'est dommage qu'ils soient partis, disent les tout bien faire. Ils vont vraiment nous manquer. Ah, vivement qu'ils reviennent, s'exclament les enfants. En attendant, on pourrait laisser pousser les fleurs sauvages et faire de beaux bouquets pas du tout parfaits. Il paraît qu'aujourd'hui, les tout bien faire ont parfois un grain de folie et ils se sont même rebaptisés les tout bien faire, mais pas tout le temps. La photo de classe des animaux de Noé Carlin, Hervé Le Goff est publiée par les éditions L'Élan Vert. Les autruches font leur photo de classe. 1, 2, 3, souriez! Les castors font leur photo de classe. C'est malin d'avoir grignoté les gradins. Les éléphants font leur photo de classe. Mais c'est qui tout cela, les enfants? On est venu avec nos arrière-grands-parents, maîtresse. Les hippopotames font leur photo de classe. Ne tapez surtout pas des pieds, le plancher va craquer. Les girafes font leur photo de classe. Voilà, tête bien haute, ne bougez plus. Les ours blancs font leur photo de classe. Oh, je crois bien que j'en ai le ventre trop. Les ratons laveurs font leur photo de classe. Allons réveiller le photographe pour lui dire que nous sommes tous propres. Les renards font leur photo de classe. Tout le monde est gentil avec la nouvelle élève, d'accord ? Les sardines font leur photo de classe. Je ne sais pas si vous êtes toutes dans la boîte. Les serpents font leur photo de classe. Mettons-nous en rang et évitons de faire des nœuds. Les singes font leur photo de classe. Un peu de sérieux, les enfants! Tout le monde sur le pont, pas dans les arbres!
Maman, la photo de classe, je la veux. Regardez dessus, c'est vraiment moi le plus beau. Elle roule, roule, roule la galette. Illustrée par Sophie Héroux et publiée par Lire, c'est partir. Chaque jour, Papy Jacques prépare un dessert en chantant. Et aujourd'hui, œufs, farine et poudre d'amande, il prépare une galette en chantant n'importe quoi. Les galettes dansent sans rien dire, les galettes ça n'est pas causant. Pendant ce temps, Mamie Chantal regarde un concours de saut en hauteur à la télé. Les sauterelles vont gagner. La galette est préparée. Papy la met au four en chantant des idioties. T'as voulu voir Vesoul et on a vu une poule. Chantonne-t-il pendant que la galette est en train de cuire. Pendant ce temps, Mamie regarde un match de foot à la télé. Les 1000 pattes vont gagner. La galette est cuite. Pour la faire refroidir, Papy la pose sur le rebord de la fenêtre en chantant des bêtises. Les galettes, c'est comme les cochons. Plus ça devient vieux, plus ça devient bête. Puis, la mémoire n'étant plus sa spécialité, il l'oublie un petit peu. La galette, toute dorée et bien refroidie, s'ennuie un peu sur le rebord de la fenêtre. Elle attend. Papy l'a vraiment oubliée. Pendant ce temps, Mamie regarde une corrida à la télé. Elle espère très fort que le taureau va gagner. Pour se distraire, la galette décide d'aller se promener. Elle saute du rebord de la fenêtre, atterrit sur le chemin et se sauve en roulant. Et là, elle roule, roule, roule la galette. Elle rencontre alors une louve qui, comme les loups, est affamée. « Miam, je vais te dévorer !» hurle la louve. « Parce que si les loups mangent surtout des petits chaperons rouges, les louves, elles, mangent surtout des galettes et des petits pots de beurre. » « Écoute plutôt ma chanson !» répond la galette pour gagner du temps. « Je vous ai apporté des galettes, parce que les fleurs c'est périssable, et les galettes c'est tellement bon, bien que les fleurs soient plus présentables. » Distraite par la chanson, la louve ne s'aperçoit pas que la galette s'est enfuie sur le chemin. Elle rencontre alors un ours qui veut la dévorer aussi. « Rah, rah !» crie l'ours. Car cet ours ne sait pas parler, mais on comprend quand même qu'il veut la dévorer. « Écoute plutôt ma chanson !» répond la galette pour gagner du temps. « Dans le port d'Amsterdam, il y a des marins qui mangent, et qui mangent et remangent, et qui remangent encore. Ils mangent à volonté des galettes d'Amsterdam. » Distrait par la chanson, l'ours ne s'aperçoit pas que la galette s'est enfuie sur le chemin. Elle roule, roule, roule la galette. Elle rencontre alors un sanglier qui veut la dévorer. « Je vais te dévorer !» crie d'ailleurs le sanglier. Les sangliers mangent de tout, alors pourquoi pas une galette ? « Écoute plutôt ma chanson !» répond la galette pour gagner du temps. Quand on n'a qu'une galette,
à s'offrir en partage au jour du grand voyage qu'est notre grand amour. Distrait par la chanson, le sanglier ne s'aperçoit pas que la galette s'est enfuie sur le chemin. Elle roule, roule, roule la galette en chantonnant « Au suivant, au suivant !» Elle rencontre alors un renard qui est affamé comme une louve, un ours et un sanglier réunis. « Hé, toi !» dit la galette. « Tu vas aussi vouloir me dévorer ? Écoute plutôt ma chanson. » Ne me mange pas, il faut oublier, tout peut s'oublier, qui s'enfuit déjà, oublier le temps des malentendus. Comment ? dit le renard. Ah, je connais cette ruse, dit la galette. Tu fais semblant d'être sourd. Je dois m'approcher pour te parler de plus en plus près et crac, tu me croques. Non, je ne m'approcherai pas. Oh, répondit le renard, tu peux t'approcher sans risque. Je déteste la galette. Comment ? demande la galette. Je ne mange que des poulettes. Tiens, regarde, dit le renard en se penchant sur la galette. J'ai encore des plumes entre les dents. Je ne vois rien, dit la galette. Mais si, regarde, des plumes dorées, comme une galette. Le renard se baisse encore, approche sa gueule tout près de la galette et gloup, il l'avale. Heureux du vilain tour qu'il a joué à la galette, le renard s'éloigne sur le chemin en chantant « Ah, si vous connaissiez ma poule !» J'en ai marre de Didier, Jean et Zad, publié par les éditions Utopiques. J'en ai marre, marabout, bout de ficelle, selle de cheval, cheval de course, course à pied, pied à terre de feu, feu follet, lait de vache, vache de ferme, ferme ta boîte, boîte à clous, clous d'acier, assieds-toi, toile de fond, font les fous, fous-moi le camp de campeur, peur du loup, loup-garou, roue de vélo, lot de fête, fête foraine, reine d'un jour, journellement, manteau, laine, laine d'agneau, odorat, rat d'égout, goûte-moi ça, salami, mie de pain, pain de sucre, sucre de canne, caneton, tonton Jules, Jules César, haricot, cocotier, tire ça trois petits chats, chapeau de paille, paillasson, somnambule, bulletin, teinte au brou, brouhaha, amusant, j'en ai marre. Bébé attaque Gudule, un texte de Fanny Joly, illustré par Roser Capdevillain et publié par Fanny Joly Numérique. Je m'appelle Gudule.
J'ai le même pantalon à fleurs que ma maman. C'est elle qui l'a cousu. Elle est très forte en couture. Mon papa aussi est très gentil. Quand je lui donne un chewing-gum, il me fait des bulles énormes. À part ça, il va au bureau. Il travaille dans les banquiers. L'hiver dernier, il m'est arrivé quelque chose d'extraordinaire. J'ai eu un bébé, un vrai. C'est mon petit frère, il s'appelle Gaston. Quand on m'a annoncé que j'attendais ce bébé, j'ai eu un peu peur au début. Des amis mal renseignés, comme cette chipie de Marie Aglaé, m'avaient raconté que les bébés sont très pénibles, qu'ils vomissent, qu'ils pleurent sans arrêt, et tout. Une horreur. Il va pleurer, tu pourras... Mais au fond de mon cœur, je savais que ce bébé ferait mon bonheur, que j'allais le nourrir et l'éduquer pour qu'il devienne quelqu'un de formidable. Un peu comme moi, mais en garçon. Bien avant que mon bébé arrive, j'imaginais déjà dans ma tête tout ce qu'on ferait à deux. On ferait la cuisine tous les deux. Moi, je serais le chef. Lui, il serait le rôti. On ferait des explorations tous les deux. Moi, je serais la princesse du désert. Et lui, par exemple, une momie. On ferait de la danse tous les deux. Moi, je serais la danseuse étoile. Lui, il brancherait les projecteurs sur moi. Quand Gaston est arrivé à la maison, il était tout rouge et tout fripé, avec les cheveux collés. Mais ce qui m'a surtout inquiété, c'est qu'il était sage. Terriblement sage. Maman disait d'une sagesse rare. Moi, je pensais d'une sagesse grave. Du matin au soir et du soir au matin, il dormait, ses petits poings serrés sur l'oreiller comme une moule sur son rocher. Parfois, quand même, il ouvrait l'œil, surtout au moment des biberons. Il les lapait, un vrai petit chaton, trop mignon. Un jour, il m'a fait des drôles de grimaces. J'ai cru qu'il voulait jouer au cosmonaute perdu dans l'espace. Mais non. 2 minutes après, il est retombé, comme un tas de chiffons. Maman l'a remis dans son berceau. Et redodo. 1 mois plus tard, il dormait toujours. Pourtant, j'ai tout essayé. Les bisous très doux, les moins doux, les picotis, les pinsons, les gouttes d'eau, les glaçons dans le cou, même le tambour et le marteau. J'avais lu un livre sur les marmottes qui dorment comme ça pendant des mois et des mois. Un soir, j'ai demandé à papa « Ça existe des marmottes sans poils ?» Il a levé le nez de son journal. « Qu'est-ce qui te prend, Gudule ? C'est Gaston, il dort tout le temps. Ce bébé est une vraie marmotte, déguisée en faux-enfant. » Papa a appelé maman. Ils ont parlé tout bas. J'ai horreur de ça. Elle n'a pas compris, je sais pas, il faut qu'on lui parle de son petit frère. Finalement, maman m'a dit « Ne t'inquiète pas, Gudule, ton petit frère va se réveiller, tu verras. » Maman avait raison. Gaston s'est réveillé un mercredi après-midi. Tante Rosalie était venue nous voir, avec un livre éducatif pour moi et des gâteaux secs, vraiment secs. Je préfère les moelleux et au chocolat. Tante Rosalie s'est précipitée sur le berceau de Gaston en criant « Ah, qu'il est beau cet enfant !» Mon petit frère a attrapé la natte qui pendait au-dessus de son nez. Tante Rosalie a hurlé « Aïe! Ouille! Ouille! Aïe !» Gaston, lui, souriait, tout content. Maman était très embêtée. Elle s'est excusée énormément. Tante Rosalie a dit « Ce n'est rien, ce n'est rien !» Elle frottait sa nuque avec sa main. «
Elle était vexée, ça se voyait bien. Le jeudi, c'est Papy qui est venu. Il est fier d'avoir un petit-fils. Il dit tout le temps: tu seras militaire, comme Papy. Pas vrai, fiston? Et hop, il fait sauter Gaston sur ses genoux. Au pas, au trot, au galop. Ce jour-là, Gaston a agrippé une médaille militaire sur la veste de notre grand-père. Il a tiré dessus de toutes ses forces. Crac! La médaille s'est arrachée et un grand bout de veste avec. Papa était tout gêné. Il s'est infiniment excusé. Papy a bougonné. Il a de la force, ce petit. Il frottait le trou de sa veste avec sa main. Il faisait semblant de sourire. À mon avis, il avait plutôt envie de pleurer. Moi, je me disais: chic, Gaston n'est pas une marmotte. On va voir la suite. La suite, on l'a vu très vite. Dès le lendemain, maman venait de poser Gaston sur le joli matelas allongé à pois garni de dentelle. Dès qu'elle a enlevé sa couche, Gaston lui a fait pipi dessus. Une vraie douche. Au repas, j'ai gentiment prêté à Gaston ma chaise haute de bébé. J'avoue que je l'ai vite regretté. À force de trôner comme un petit roi, monsieur a cru qu'il savait parler. Un soir, par exemple, je voulais raconter l'histoire de Toto qui achète des poireaux. Dès que je disais un mot, il me coupait. Ra, pim, baba, grand cri, cacapoum, glu. Et plus je lui faisais chut, plus il criait. Comment ça s'est terminé? Je me suis fait gronder, sans pouvoir finir mon histoire. À la fin du dîner, maman a posé Gaston par terre. Tout de suite, il s'est mis à ramper. Et devinez ce qu'il a fait. Il m'a suivi jusque dans ma chambre, comme un toutou, comme s'il m'aimait vraiment beaucoup. Du coup, je lui ai fait la morale. Gaston, tu peux attaquer les autres, mais pas moi. Compris, bébé? J'ai eu l'impression qu'il comprenait. Mais vu comment ses yeux brillaient, je me suis quand même méfiée. À partir de ce soir-là, j'ai collé un panneau sur ma porte. Chambre de Gudule, propriété privée, défense d'entrée, sinon amende salée. Le lendemain, en rentrant de l'école, qu'est-ce que je vois dans le couloir? Mon hamster en train de gambader. Qui a ouvert la cage d'Albert? J'ai crié. Silence complet. Et tout à coup, Ra, pim, baba, gros gris, caca, poum, glu. la tête de Gaston rigolard à la porte de ma chambre. J'ai foncé dans le salon. Maman, c'est comme ça que tu surveilles Gaston? Gudule, je suis au téléphone avec Betty. J'aurais dû m'en douter. Quand maman est au téléphone avec sa meilleure amie, tout, absolument tout peut arriver. Heureusement, le hamster a débarqué dans le salon. Quand maman l'a vu, elle a quand même raccroché. Elle a même hurlé. Horreur! Albert en liberté! Oh, les dégâts qu'il va faire! Les dégâts, ils étaient surtout dans ma chambre. Ma maison de poupée en papier de chocolat? Ma collection de tickets de métro? Mon billet de 10 €? Tout en 1000 morceaux. Et Gaston, en train de manger quoi? M'a dicté que je devais rapporter signé à la maîtresse. J'ai mis une semaine à tout réparer. J'ai décidé de ne plus parler à ce bébé. Mais il venait tout le temps à ma porte. Il me regardait avec des yeux tristes. C'était triste. Alors j'ai fait la paix. Je lui ai mouillé les cheveux pour lui faire une coiffure bien aplatie, comme quand il était tout petit. J'ai écrit « Bébé gentil » au stylo à billes sur son bras. Je lui ai dit « Je te pardonne, Gaston, à une condition.
Tu arrêtes de m'attaquer. J'espère que ça va marcher. Si tu as aimé cette vidéo, mets un like et abonne-toi.